Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour le troisième débrief de match de playoff de l'histoire de la chaîne We Are Thunder France. Je suis très heureux de vous retrouver donc et on est là pour parler de cette victoire du Thunder OKC qui mène 3-0 dans cette série face aux Pélicans. Et pour parler de cette victoire lors du Game 3, je ne suis pas avec Charlie Lee qui doit se satisfaire et ricaner dans son coin en pensant que son prono est toujours viable, mais je suis avec mon acolyte de pronostic, celui qui avait comme moi pronostiqué 4-1. Tom, comment vas-tu? Tout va bien, tout va bien. Je suis très content que le pronostic de Charlie tienne encore. Ça veut dire que ça se passe très bien pour nous. Oui. Pourtant, on avait Lionel au live tweet qui a un peu cette année le chat noir de l'équipe. Ben non, tout s'est très bien passé encore. Ouais, donc très content. Toujours des débriefs de victoire. Si on peut faire des débriefs de victoire jusqu'à la fin des playoffs, moi ça me va très bien, honnêtement. Ça Moi, va être ça me dur. va. Ouais, moi, ça me va. Ça me va. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un moment où ça sera Pierre à la présentation. Je serai pas là pour un débrief et du coup, ce sera lui qui devra débriefer la première défaite de Casey en playoff. Ça serait pas Euh, mal, hein. non, bah, c'est possible, c'est possible. Mais non, toujours est-il que OKC mène 3-0 dans cette série, comme je l'ai dit, pour la troisième fois de son histoire, puisque OKC menait 3-0 face à Denver en 2011, qui est la première série de playoffs remportée par le Thunder. OKC menait 3-0 face aux Mavs en 2012, des Mavs qui étaient champions en titre, et OKC qui sweep face à Denver, c'était 4-1, et OKC menait 3-0 face aux Rockets l'année d'après. Sachant que Westbrook était absent après le Game 1. Et pour le coup, la série avait été jusqu'en 6, avec les Rockets qui gagnent le 4 et qui gagnent même le 5 à OKC. Donc, on espère que ça finira plus sur un Dallas 2012 que sur un Rockets 2013 au niveau du pronostic final. Bah, clairement, clairement, on va voir hein, si Zion revient, tout ça, des petites infos comme ça. Mais oui, si on peut faire 4-0 et se reposer avant le vainqueur de Clippers-Mavs, on va prendre. Oui, après, je ne sais pas si tu as vu, John Oliver, qui est toujours un très grand supporter du Thunder, a dit que le sujet d'inquiétude d'OKC, c'était de plier la série trop vite parce que potentiellement, si la série s'arrête enfin, en 4, le match 1 des demi-finales de conf ne débuterait pas avant samedi aux États-Unis, donc potentiellement dans la nuit de samedi à dimanche, voire même jusqu'à mardi de la semaine prochaine si ça pouvait aller en 7 entre les Clippers et les Mavs. Donc OKC pourrait avoir 4 matchs de basket joués en 3 semaines. C'est toujours pertinent, John, hein, sur le Ouais, Thunder, hein, toujours ouais, optimiste. non. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Mais après, voilà, on va dire qu'on va pas trop se plaindre qu'OKC plie la série rapidement. C'était un des objectifs que j'avais, donc c'est une bonne chose. On va donc revenir sur cette victoire d'OKC 106-85 du côté du Smoothie King Center. Avant, bien évidemment, de rentrer dans le détail, vous connaissez, je commence à le répéter à chaque fois. Abonnez-vous partout, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Mettez la cloche, les petits pouces, les commentaires. Abonnez-vous sur Twitch, même si voilà, on n'a pas fait de live récemment. On est plus sur YouTube là. C'est plus simple, on va dire, pour les débriefs de les faire sur YouTube. Merci à ceux dans les commentaires aussi, quelques-uns qui avaient remarqué qu'il y avait des petites illustrations d'action, ceux qui regardent sur YouTube Game 2. Je ne l'avais pas annoncé parce que je m'étais dit, je ne sais pas si je vais le faire. Donc, tel un homme, enfin, contrairement à un homme politique, je me suis dit, je ne vais pas faire une promesse que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Donc là, on verra. Peut-être qu'il y en aura sur le Game 3. Je pense qu'il y en aura. Au montage, je pense que je rajouterai. Donc, restez attentif potentiellement, même si je sais que voilà, il y en a beaucoup qui servent de YouTube pour écouter comme si c'était un podcast, mais il y aura quelques illustrations pour illustrer cette victoire donc d'OKC 106-85. Résumé rapide du match, victoire assez maîtrisée du Thunder dans un match où globalement le run se sera fait en milieu du deuxième quart-temps avec ce run de 14-0 bien instigé par le 9-0 de Lou Dort avec ses 3 points consécutifs. Premier quart assez tendu, assez brouillon entre les deux équipes, 23-19 en faveur de OKC, avec pas mal de pertes de balles des deux côtés, pas mal de rebonds offensifs aussi des deux côtés. Donc voilà, encore une fois, un premier quart-temps assez verrouillé, comme on a pu le voir sur les 3 premiers matchs de la série. Deuxième quart-temps où finalement les deux équipes se répondent coup pour coup jusqu'à du coup ce fameux run de 14-0 où il y a 9 points de Lou Dort et 5 points de Shai Gilgeous-Alexander. OKC arrive à 14 à la mi-temps, enfin
mène de 14 à la mi-temps, 60-46. Troisième quart-temps où tu sens que les Pels ne sont pas si loin que ça de recoller au score, mais ne parviennent pas à trouver vraiment le play qui leur permette de recoller. Et finalement, OKC remporte une nouvelle fois ce quart-temps 25-23. Et puis, début de quatrième quart-temps, c'est le moment où, comme sur le Game 2, OKC a réussi à prendre l'avantage avec notamment un quatrième quart-temps de J-Dub de fort grande qualité, ainsi qu'un Josh Giddey qui lui aussi s'est montré de manière très positive dans ce quatrième quart-temps. Donc voilà, résumé encore une fois très succinct avant de passer sur le ressenti. Donc Tom, comme pour Charlie sur le Game 1 et sur le Game 2, je vais te demander un petit peu ton ressenti globalement sur ce match 3. On se disait que l'objectif du Thunder, c'était au moins de prendre un match du côté de la Nouvelle-Orléans après le match 2. Finalement, ça a été fait de manière assez convaincante. Ouais, on a eu un Thunder très solide, honnêtement. Parce que sur l'entame de match, alors ça partait très mal. Hein. Première possession, J-Dub, il sort du terrain, il se prend le doigt d'Ingram dans l'œil. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Ouais. C'était mal barré. Bah, quand tu parlais d'essayer de plier la série rapidement, si on peut essayer de plier la série rapidement, c'est aussi pour des questions de blessures qui peuvent arriver dans un match. Moins t'as de match à jouer, moins t'as de risque de blessure. Hein. C'est tout bête comme raisonnement, mais... Donc on a un peu flippé pour J-Dub, qui au final est revenu fin de premier quart-temps sur le parquet et puis qui a sorti un excellent match. Ouais, non, très content, match très solide, début de match avec une grosse intensité des deux côtés, donc beaucoup de déchets aussi, tu l'as dit, pas mal de turnover. Mais les deux équipes se rendaient coup pour coup et c'était vraiment intéressant. La différence qu'on a eue sur ce match-là et qu'on a globalement, alors hormis le Game 1 qui était très serré, mais sur le Game 2, Game 3, c'est que les Pélicans arrivent à mettre de l'intensité playoff, mais pas sur toute la durée d'un match. Ils ont des coups de mou qui sont plus, qui se voient plus que le Thunder, qui arrive à garder une constante un peu au niveau de l'intensité mise sur le terrain. Et pendant les deux runs, en fait, donc là, le run du second quart-temps avec Dort qui prend feu, et aussi des très bonnes séquences défensives de Casey, et le run qui est plutôt troisième quart, fin de troisième quart. Dans ces deux runs-là, on a vu que les Pélicans répondaient plus et qu'OKC a réussi à appuyer là où ça faisait mal et à mettre du rythme au moment où il fallait. Donc au final, même si on voyait début de troisième quart, tu l'as dit, les Pélicans étaient peut-être pas si loin de revenir, mais ils sont jamais vraiment trop souvent descendus sous la barre des 10 points de retard. Il y a un moment, ils reviennent à moins 6, je crois. Mais à chaque fois, le Thunder arrivait à... moins 8, ouais, même. Ouais. Mais à chaque fois, le Thunder arrivait à faire une bonne séquence défensive ou à marquer un panier pour rester avec une petite avance sur les Pélicans. Donc ouais, globalement, on a un Thunder très performant qui ne laisse pas d'espoir aux Pélicans sur cette série pour l'instant. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi parce que lors de ce run lors du troisième quart-temps, tu sens que ça peut switcher quand même. Il y a un moment où les Pels peuvent déjà revenir à moins 8 et il y a ce contre de Chet sur Trey Murphy. Et de l'autre côté, il y a un panier de Shea où du coup Willie Green prend temps mort, donc ça fait déjà un petit momentum swing dans le troisième quart. Et puis pourquoi les Pels n'ont jamais pu revenir? Parce que l'adresse du Thunder a été quand même assez exceptionnelle. L'adresse à 3 points, 17 sur 36 à 3 points. Là, on est loin des errements en termes d'adresse du Game 1. Donc, c'est des situations où les Pels reviennent à 18 points dans le troisième quart. Et en fait, tu as 3 points relativement contestés de J-Dub qui font ficelle et qui arrachent la ficelle et tu fais bon. Là, pour le coup, ça va être difficile du côté des Pélicans. Mais je suis d'accord avec toi sur mon ressenti un petit peu global. Je trouve que OKC a globalement, sans avoir fait un très grand match, je pense que OKC a quand même été maître de son sujet. T'as jamais senti de panique, voilà, t'as jamais senti de moment d'affolement, même quand J-Dub sort sur le premier carton, tu vois, j'en avais pas parlé, mais effectivement, c'est Cason Wallace qui prend sa place, et en fait, tu vois que Cason Wallace, il était prêt à quelques situations où il est un peu dans la zone intermédiaire, il prend des rebonds offensifs, il sanctionne un petit peu sur la pause d'écran, où il sanctionne un petit peu le drop de Valanciunas. Donc voilà, j'ai trouvé que OKC a été en maîtrise complète, malgré le fait que tes meilleurs joueurs sur le Game 2, à savoir Chet et Shea, font pas d'excellents matchs, en tout cas en attaque. Mais encore une fois, on a vu d'autres joueurs qui ont réussi à se montrer. C'est ce qui montre un petit peu la polyvalence de cette équipe de Casey et les ressources de cette équipe de Casey. C'est que voilà, Chet n'est pas dedans, c'est Lou Dort qui va te mettre 9 points de suite. Tu as un Josh Giddey qui a réussi. Josh Giddey à la Nouvelle-Orléans, c'est peut-être même aussi fort que Josh Giddey au Madison Square Garden. On en parlera peut-être après, mais voilà, j'ai trouvé que cette équipe de Casey avait, sans forcément très bien attaquer,
a quand même réussi à sanctionner grâce à la réussite à 3 points, mais si finalement les schémas défensifs des Pélicans ou en tout cas le plan de jeu défensif des Pélicans a selon moi été le bon et a été un peu plus raccord avec les impressions, en tout cas avec les attentes qu'on pouvait avoir au début de la série. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que du coup, dans ce match, les 2 runs, c'est les 2 moments importants du match, mais il y aurait pu avoir un premier moment important contre OKC, c'était cette blessure de J-Dub. Et du coup, c'est bien de parler de l'impact de Cason Wallace à ce moment-là, parce que Cason Wallace, alors, il met que 5 points sur le match. C'est pas l'homme du match spécialement, mais il a vraiment un bon apport sur ces 18 minutes. Et ces 5 points, il les met dans le premier quart, justement. Dans des moments où on sait que Shai, c'est pas forcément le moment où il va aller plus scorer, Chet était pas forcément adroit sur ce match. Et bah, Cason Wallace, il met 1-3 points, et à un moment donné, balle en main, il passe son défenseur, il le garde dans le dos, il met un petit tir tête de raquette. C'est tout con, mais c'est des bons petits plays de Cason Wallace qui ont permis à OKC de rester dans le coup, alors que t'as ton deuxième meilleur attaquant qui sort au bout de 30 secondes. Donc voilà, c'est pas le moment du match, mais ça aurait pu faire mal à OKC cet imprévu du début de match, mais Cason Wallace a bien assuré les minutes à la place de J-Dub. Ça a permis au Thunder de prendre une légère avance dans le premier quart-temps. Ouais, et puis aussi parce que les Pélicans ne mettaient pas grand-chose globalement sur ce premier quart-temps, comme sur à peu près tout le reste de la série. Mais premier quart-temps, j'ai trouvé, avant de rentrer vraiment dans ce qui nous a marqué tactiquement, premier quart-temps, j'ai trouvé que c'était sur un espèce pas de rythme, en tout cas de rythme effréné, qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de la série. Il y a quand même beaucoup d'erreurs, tu vois. Alors, il y a 9 pertes de balles en cumulé pour les deux équipes, 4 pour OKC, 5 pour les Pélicans. Il y a 4 rebonds offensifs pour OKC, 4 rebonds offensifs pour les Pélicans. Et il y avait quelques situations de transition qu'on n'avait pas beaucoup vues, genre l'espèce de alley-oop, je ne sais plus si c'est Ingram ou si c'est McCollum, du milieu de terrain pour Trey Murphy, pour mener 4-0. Il me semble que c'est McCollum qui envoie Trey Murphy sur orbite. Il y a des il y a des quasi-situations de transition sur panier encaissé du Thunder dans le premier quart-temps où ça joue très vite. Et j'ai trouvé que sur une série où au niveau de la pace, tu joues relativement lentement, bah là, pour le coup, tu avais deux équipes qui essayaient d'emballer un petit peu le jeu et c'était à noter. Et on n'a pas trop vu ça sur le restant du match et sur les 3 autres cartons. Oui, parce que le deuxième match où OKC avait pas mal scoré en transition, il y avait que le Thunder qui avait réussi à être performant de ce point de vue-là. Là où le Thunder a encore dominé les Pélicans en transition sur ce match 3, mais les Pels ont quand même eu certaines situations. Et là où ça diffère du Game 1, le Game 1, il y avait aussi beaucoup de pertes de balles. C'était plus des pertes de balles dues à premier match de playoff, peut-être un peu de stress ou quoi, d'un match d'une tension différente de la saison régulière. Là où ce match 3, c'était clairement du déchet parce que c'était parti d'un rythme un peu foufou. Pas très propre, mais où du coup il y avait pas mal de transitions, pas mal de pertes de balles. Ouais, bah justement, tu as parlé du jeu de transition avant de vraiment te demander qu'est-ce qui t'a marqué, de rentrer un peu plus dans le détail, même si on en parle déjà. Si on prend les stats sur transition, OKC, sur ce match, en points par possession sur le jeu de transition, est dans le 95e centile sur l'intégralité de la saison. C'est-à-dire que OKC a été excellent pour sanctionner les Pélicans sur le jeu de transition, là où les Pels ne sont que dans le 22e centile. Donc, encore une fois, OKC a été très bon, et que ce soit, j'en avais parlé sur le Game 2, OKC avait été meilleur sur le jeu de transition suite à une perte de balle que sur des rebonds défensifs. Ensuite, tu joues en transition. Là où sur ce Game 3, tu es dans le 84e centile sur le jeu de transition après une interception. Tu es dans le 80e centile après un rebond défensif. Donc voilà, j'ai trouvé qu'OKC avait été très intéressant sur ce point-là. Contrairement aux Pélicans qui ont un petit peu galéré, et tu sentais que jouer le jeu de transition avec McCollum, Ingram, Valanciunas, c'était pas forcément leur spécialité, là où OKC a été habitué à ce genre de scénario. Ils ont moins de joueurs speed dans la course. Bon, t'as du Herb Jones, Trey Murphy, excellent en transition, mais ils ont moins d'armes qu'OKC, ou même en sortie de banc. Un Isaiah Joe aime bien courir, un Aaron Wiggins, il adore ça. OKC est beaucoup plus à même de jouer ce jeu-là quand t'as un J-Dub qui mène la transition ou quoi. L'effectif est plus adapté à ça, en tout cas. Ouais. Je vais te poser la question, la fameuse question. Elle n'est pas très originale, mais sur ce Game 3, Tom, si tu devais me citer un point tactique qui t'a frappé, ou le premier qui te vient à l'esprit, lequel serait-il? Alors, je sais pas si c'est le point qui fait gagner le match à OKC ou quoi, mais on avait déjà vu ça dans le Game 2, mais Mark Daigneault sort Kenrich de la rotation, très clairement.
C'est pas le point majeur du match, mais c'est vrai que en première mi-temps, on a eu poste 5 classique du Chet et derrière Chet, c'était Jalen. D'ailleurs, très beau skyhook de Jalen Abdul-Jabbar, hein, on va l'appeler comme ça. Bien sûr. Mais C'est... encore une fois, sur le parquet des Pélicans, comme l'an dernier lors du play-in, hein, il y a un truc. Hein. Ah bah il adore les Pels. Jalen, il nous a régalé. Il a fait une bonne entrée d'ailleurs en première mi-temps, Jalen. Mais en deuxième mi-temps, on l'a pas vu du tout. Il n'est pas Mm. rentré et on pourrait se dire que c'est pour mettre Kenrich, mais Mark Daigneault, non, a décidé du coup, dans les minutes sans Chet, de jouer très petit, comme on l'a vu au match 2, avec soit du coup une raquette J-Dub Gordon Hayward dans le troisième Mm. quart-temps, et dans le quatrième quart-temps, on avait plutôt J-Dub Didi dans cette raquette-là. La line-up, c'était avec Shea, Dort et Wiggins, donc niveau guard, on était un peu grand. C'est une line-up qu'on dit petite, mais tout le monde fait à peu près la même taille, hormis dans le troisième quart-temps, où du coup, ceux qui accompagnent Hayward et J-Dub, c'est Shea, Kayson et Isaiah Joe. Donc là, on a vraiment joué très petit, ce qui a pas trop mal marché d'ailleurs. Donc ouais, c'est un point qui est important, je trouve, parce que c'est vrai qu'on faisait nos rotations dans la preview de la série et on se demandait si Jalen allait avoir des minutes, si c'était pas Jalen. Moi, j'avoue que je pensais que ce serait Kenrich pour toutes les minutes au poste 5. Mm. Dans les faits, Daigneault n'hésite pas à vraiment rapetisser sa raquette et à mettre du J-Dub poste 5. Ouais. Donc ouais, c'est un point, disons, qui va dans la continuité du Game 2, c'est pour ça que je le trouve important à mentionner. C'est vraiment pas un one-shot de Mark Daigneault, c'est vraiment une adaptation tactique à l'adversaire qu'il y a sur cette série. Oui, et c'est d'autant plus intéressant de voir que dans le premier quart-temps, je crois, il y a 30 secondes où tu as Jalen et Chet en même temps sur le parquet. Ouais, Ce qu'on n'avait c'est pas vu vrai. de la série. Et Dans le c'est premier quart- dans le premier quart-temps, d'ailleurs, c'est très bizarre, c'est que je pense qu'il voulait stopper un peu ce rythme effréné Daigneault parce qu'il y a ça, et il y a aussi une séquence défensive où on fait de la zone 3-2. Oui, Où ça se finit avec un 3 points dans le corner qui rentre pour Larry Nance. Mais bon, prendre un 3 points de Larry Nance, bah tant pis, c'est comme ça, mais c'était plutôt une bonne défense. Mm. Mais ouais, Mark Daigneault, on fait quasiment pas de zone à OKC, mais Mm. il a vraiment voulu, je pense, freiner ce rythme qui allait pas trop parce qu'on perdait trop de ballons, on prenait des points en transition, ce qui n'était pas habituel sur la série. Bah, d'ailleurs, c'est au moment où on joue cette zone, il me semble qu'il y a Jalen et Chet en même temps sur le parquet. C'est possible. Euh, mais c'est intéressant de voir que tu as parlé effectivement du fait que Kenrich était un petit peu, voire même complètement sorti de la rotation et que du coup, on était passé petit sur la deuxième mi-temps, même en enlevant le Jalen, parce que aussi de l'autre côté, il passait très petit, puisque Valenciunas, lui aussi, le post-up et les rebonds offensifs, ça a duré un match, hein, mais en fait, Willie Green, il continue toujours de pas lui faire confiance, puisqu'il joue 12 minutes en première mi-temps et il joue pas une seule seconde de la seconde mi-temps. Donc, globalement, les Pels tournaient à 6 en seconde mi-temps avec Trey Murphy, Joe Ingram, McCollum, Larry Nance et Najee Marshall. Et tu vois que justement sur ce troisième quart-temps, c'est le moment où il lance un peu Dyson Daniels qui n'a pas vu le parquet quasiment de la série, avec Dyson Daniels au poste 5. Et du coup, tu étais vraiment sur small ball face à small ball. Et c'était intéressant de voir que les deux équipes, ou en tout cas les deux coachs, sont partis vers cette optique-là, même si finalement Willie Green n'a pas tant de moyens de s'adapter, on va dire, au niveau de son personnel comparé à Daigneault qui a un peu plus de polyvalence au niveau des joueurs. Effectivement, sur la sortie de Kenrich, à voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il le remettra sur le Game 4? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il le remettra potentiellement si OKC venait se qualifier? On sait jamais. OKC peut perdre 4 matchs de suite. On Impossible verra. selon Charlie. Impossible selon Charlie. Selon les livres d'histoire NBA, potentiellement, ce n'est jamais arrivé. Mais bon, faut bien un début à tout. Non, mais toujours est-il que voilà, j'ai trouvé, tu as raison de mentionner le fait que Kenrich soit sorti de la rotation et que OKC, comme lors de la fin de la première mi-temps du Game 2, a des séquences de tout petits small ball. Et du coup, tout le monde peut switcher sur le jeu, sur le jeu offensif. Comme tes guards posent des écrans, en fait, tu peux sanctionner sur les plus grands et créer encore plus de chaos dans la défense adverse. C'est ça, c'est cohérent. Tu crées du chaos en attaque et en défense, vu qu'on défend agressivement. Jouer petit, c'est pas forcément gênant. Si tu te fais passer en premier rideau, bah t'es foutu. Mais en même temps, quand t'as pas de Chet au poste 5, tu peux mettre à peu près n'importe qui, t'es foutu si l'adversaire passe le premier rideau. Donc pourquoi pas jouer tout petit. Oui, oui. Je voudrais parler moi un petit peu du shot making d'OKC, notamment à 3 points, parce qu'encore une fois, euh, on avait parlé de l'adresse à 3 points, on avait dit que ça allait être un facteur important. Moi, j'en avais parlé quand j'avais dit que les Pels étaient l'équipe qui concédait le plus de 3 points wide open avec l'efficacité la plus basse pour les équipes adverses sur la saison régulière. C'était un point majeur, et là, c'est vraiment le point qu'on a le plus vu, je trouve. Enfin, c'est
le match, comme j'ai dit, où les Pélicans sont revenus à ce qu'on s'attendait lors de la preview. C'est des trappes très agressives sur Shai. Là, la petite stat que je vous avais sortie là, au Game 2 sur le nombre de fois où il venait trapper ou le nombre de fois où il venait switcher sur Shai lorsque Herb Jones était sur lui et qu'il y avait une pause d'écran, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que là, il y avait des trappes absolument tout le temps sur Shai et même globalement énormément de trappes sur tous les joueurs de KC dès qu'il y avait une pause d'écran. Il y avait un peu le mur. Là, j'essaierai de poster peut-être des captures d'écran parce que finalement, KC a assez peu attaqué sur ce mur, mais il y avait vraiment des situations où tu avais ce fameux mur qui était dressé pour empêcher OKC de driver. Pas forcément que sur Shai, hein, sur les autres joueurs de KC, J-Dub, etc. Et du coup, on a eu ces situations où tu avais Larry Nance qui était en roamer sur Giddey, sauf qu'ils sont tombés sur le soir où KC mettait tout dedans. Et tu as vraiment des situations où, comme j'ai dit, ouais, les 2-3 points de J-Dub, là, il me semble qu'il met 2-3 points de suite dans le troisième quart, où c'est juste une passe de Shai parce que voilà, il n'arrive pas trop à trouver de solution. Et c'est J-Dub en catch and shoot qui a un espèce de demi-espace pour tirer et qui arrache tout au niveau du panier. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Je trouve qu'il y a il y a des situations où la défense des Pels, selon moi, avait le bon plan de jeu, mais ils sont tombés sur le moyen de contrecarrer ce plan de jeu, c'est-à-dire de l'adresse absolument partout. Il me semble qu'OKC doit tirer à 9 sur 19 en deuxième mi-temps. Et encore, il y a un petit peu de garbage time au niveau des 3 points. Ouais, 9 sur 18 à 3 points. Lou Dort, typiquement, les 3 points qu'il met, il y en a, ils sont sur transition. T'as pas le temps de te replier. Il est à 1 mètre, 75 cm derrière la ligne à 3 points. Il le prend, ça fait ficelle. Ouais, il est en feu complet. Donc, je trouvais que les Pels avaient assez bien défendu sur Shai. Je trouve qu'ils ont globalement assez bien protégé la raquette. J'en avais parlé aussi sur les stats du Game 2, mais OKC était à 74-75% de réussite sur les tirs près du cercle sur le Game 2. Là, c'est 50%. C'est dans le 17e centile de la ligue sur toute la saison, 11 sur 22. Donc là, les Pels avaient réduit que ce soit la fréquence, parce qu'OKC tente que 28% de ses tirs près du cercle ou l'efficacité, mais l'adresse à 3 points est tellement élevée que c'est difficile de contrer ça pour les Pels. Et je rajouterai un truc en disant que tout ne se joue pas forcément que sur l'adresse à 3 points. On ne peut pas résumer un match et une victoire que sur l'adresse à 3 points. Mais il y a, je vais vous trouver la stat, ouais, c'est ça, il y a 9-3 points d'écart entre les Pels et le Sun. Non, 8-3 points. 8-3 points d'écart. Voilà, tout à fait, j'avais la mauvaise ligne. Il y a il y a 8-3 points d'écart inscrits entre les Pels et le Thunder. Ça fait 24 points. Il y a 21 points d'écart score final. Donc, s'il faut trouver une différence, elle faut aussi elle se trouve en grande partie sur cet axe-là. D'autant plus que les Pels ont trouvé beaucoup de tirs ouverts, notamment à 3 points, que ce soit avec Herb Jones, et qu'eux n'ont pas réussi à sanctionner. Ouais, et puis surtout, tu regardes les autres stats, à peu près le même nombre de lancers provoqués, à peu près la même réussite à 2 points. Un peu plus de turnover côté Pels, mais globalement, c'est vrai que c'est à 3 points que la différence s'est faite. OKC est en feu, clairement. Ça arrivera pas tous les soirs. Surtout que la stratégie de faire un mur pour défendre la raquette sur Shai a pas si mal fonctionné que ça. On a vu plusieurs fois où Shai s'est empalé sur la défense adverse, où il foire son layup. Et Shai fait globalement quand même un bon match, mais c'était pas. Il a largement plus dominé, évidemment, sur le Game 2. Mais même sur le Game 1, je trouve qu'on est à peu près sur les mêmes standards que le Game 1 pour Shai sur ce match-là, sans le tir de la gagne, hein, du coup. Mais où il finit à 8 passes, mais c'est comme tu l'as dit, des kick-outs sur des tirs qui rentrent de J-Dub, où le mec, pareil, était bouillant complet. Donc ouais, c'est vrai qu'il faudra voir ça au Game 4 si l'adresse d'OKC retombe. Parce que t'as Isaiah Joe qui a trouvé des bons spots de tir, ça c'est un truc à approfondir. Mais Lou Dort était en feu, il a 4 sur 8. Josh Giddey, il finit à 4 sur 7. Ça arrivera pas à tous les matchs, hein. Giddey à 4 sur 7. Surtout que les tirs qu'il avait n'étaient pas spécialement plus contestés que les autres. Ça, c'est un point qui m'a un peu frappé, c'est qu'ils défendent pas Giddey en lui laissant 2 mètres pour shooter, comme on l'a vu sur la deuxième partie de régulière, où il y a pas mal d'équipes qui faisaient ça. Ils respectent Josh Giddey à 3 points, ce qui est plutôt un bon point pour nous. Donc ça s'est joué il y a une bonne partie du match qui s'est joué là-dessus, même si le manque d'adresse des Pélicans, pour moi, est plus dû à une bonne défense de Casey, plus qu'à un manque d'adresse des Pels, parce que tu vois les mecs qui shootent côté Pélican. McCollum en prend 8. Bon, McCollum, la série, voilà. c'est difficile. Pas une bonne série. Ouais, elle est dure. Et il prend du pull-up. Herb Jones, il prend 6 3 points. Alvarado en prend 4. Tu vois, les mecs qui prennent des 3 points, c'est pas forcément les meilleurs shooters de l'effectif. Trey Murphy, tu lui en laisses 5, par exemple. Et Trey Murphy, sur cette série, plutôt à droit. Donc,
certes, il y a un écart enfin, le OKC était chaud et ça a clairement influé sur le match, mais je trouve que la défense du Thunder a fait plutôt du bon boulot pour sélectionner les joueurs qui allaient avoir la responsabilité de sanctionner la défense du Thunder, qui ne l'ont pas fait sur ce match-là, pour le coup. Ouais, après, tu vois, je trouve que, enfin, Herb Jones, c'était quand même un shooter à 40% à 3 points cette saison. Donc, il est dans ses spots. En plus, il y a beaucoup de corners enfin, il y a beaucoup de tirs à 3 points qui sont tentés dans les corners. Il est relativement wide open. Autant, Trey Murphy, je suis d'accord avec toi, on l'a plutôt bien contenu. Notamment, il y a un 3 points qui tente, il est à 9 mètres. Enfin, il se retourne, il est à 9 mètres. Enfin, c'est un 3 points qui est très difficile à Mm. rentrer. Alvarado, par exemple, c'était un choix d'OKC de pas le calculer, hein. Il y a un 3 points en première mi-temps où Wiggins est à peu près en tête de raquette, quasiment presque sur une zone finalement où il n'est pas vraiment dessus. Alvarado tente à 3 points, il conteste un petit peu, mais c'est quasiment à 3 points ouverts. Voilà, l'objectif c'était plus de verrouiller l'accès à la raquette sur cette possession-là via le positionnement de Wiggins que vraiment limiter l'impact d'un shooter. Mais je trouve que voilà, au moins Herb Jones en tout cas, quand on voit la progression au tir qu'il a montré tout au long de la saison régulière, je trouve que globalement son tir sur cette série est pas cher payé, remis sur le Game 2 où il avait mis un peu dedans. Mais après, je suis d'accord avec toi, je trouve que en fait, ils ont mis Larinen sur Guidi sans lui laisser des boulevards. Mm. C'est un peu moins ça, je suis d'accord avec toi. Mais si voilà, il y a un 3 points de Guidi dans le 4e quart où Larinen s'il lève le bras, il conteste dessus, Guidi il fait ficelle. Bon là, pour le coup, tu peux rendre ton tablier, tu peux dire OK. Mais j'ai trouvé qu'OKC avait été, on va dire, avait un peu plus utilisé Guidi en poseur d'écran pour essayer de jouer sur cet aspect-là avec quelques situations où il vient poser un écran pour Shea au niveau de son playmaking. Je trouve que, sans trop rentrer dans l'individuel, mais je trouve que son match 3 est quand même meilleur que le match 1 parce qu'il y a l'activité défensive. Voilà, il Ouais. pique des ballons sur des entry pass, il en pique un sur la rainette. Ça, il l'a fait toute la saison et ça, c'est un très bon joueur sur ça. Et même au niveau de son playmaking, tu vois, je trouve qu'il y a évidemment les passes pour Isaiah Joe quand il est trappé, mais ça, c'est des trucs qu'il a pas forcément fait au Game 1. Il y a même quelques séquences quelques baisses séquences où il y a une passe avec rebond pour Guidi qui fumble le lay-up juste après. Celle-là, j'avais trouvé qu'elle était vraiment très intéressante. Et même globalement, il y a eu quelques lectures sur short roll. Il me semble que c'est Kayson Wallace sur short roll qui sert peut-être Jeline, peut-être Lou Dort dans un corner, je sais plus, qui plante Mm. 3 points. Ou Isaiah Joe, je crois que c'est Isaiah Joe. Ah, je sais C'est- plus. Ah non, je crois pas que ça ait été- Je sais plus. Je sais plus honnêtement, mais Mais je vous mettrai la vidéo comme ça là, vous pourrez. C'est le moment où si vous écoutez, vous ne faites que écouter, vous pourrez vous ruer. Mais de toute façon, il n'y a qu'une passe décisive de Kayson Wallace, c'est une passe décisive sur short roll que j'avais trouvé très intéressante. Mais voilà, au niveau du playmaking, je trouvais que Shea était meilleur. Après, il s'est empalé quelques fois sur la défense de Casey. Il a toujours un peu refusé d'attaquer dès que c'était Herb Jones sur lui. Mais voilà, au niveau de cette adresse à 3 points, je pense que les Pels avaient vraiment le bon plan de jeu mais qui sont tombés sur une soirée où c'était difficile de contenir cette attaque d'OKC. ouais, Shea a un peu arrosé en début de match d'ailleurs. C'est là où il a plutôt pris ses 3 points, là où au fur et à mesure du match, il s'est plus rapproché du cercle et il a eu plus d'impact d'ailleurs. Mais ouais, Mm. c'est bien que tu parles de Guidi en poseur d'écran parce que c'est un truc qu'on réclame depuis longtemps. Ouais. D'avoir Josh Giddey qui navigue, qui pose des écrans. Comme tu vois, on a Lugensdort qui est le gars qui va aller chercher les rebonds offensifs. C'est Mm. bien que ces deux-là qui soient nos deux moins bons shooters sur le papier. Bon, là, sur ce coup-là, c'était nos deux meilleurs shooters du match. Mais Ouais. normalement, c'est censé être nos deux. Dort, c'est pas un non-shooter, c'est un shooter correct, on va Mm. dire. Mais Giddey, c'est quasiment un non-shooter. C'est bien qu'on les utilise à naviguer dans l'attaque pour foutre le bordel dans la défense adverse. Et c'est vrai que du coup, il y a 3 possessions de suite où Josh Giddey pose un écran à chaque fois pour Shea, je crois. Mm. Donc, tu as cette passe-là, tu t'en as parlé de la petite passe avec rebond où Guidi, après, il passe son défenseur dans la course et il envoie une saucisse sur le layup. Ah, elle est Terrible. horrible. Elle est Vraiment, horrible. elle Horrible. touche même pas l'arceau, je crois, hein. Vraiment, Ah ouais, ouais, c'était, non, horrible, horrible. c'était affreux. Mais tu as deux autres situations où Guidi récupère la balle, agressif au cercle. On va parler de Josh Giddey, hein, évidemment, sur ce match-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir utilisé comme poseur d'écran sur pick and roll. Ça, c'est plutôt cool. Et c'est un point, là, du coup, qu'on n'a pas vu sur ce match-là, mais qui, je pense, peut être approfondi, c'est de l'avoir poseur d'écran sur pick and roll pour le laisser poste haut. Vu que c'est un Mm. bon passeur à l'arrêt, qu'il reçoive la balle et qu'il soit un peu en tour de contrôle, entre guillemets, pour voir qui cut, Ouais, qui est bah ouais. dispo à 3 points et de le servir. C'est un truc qu'on n'utilise pas, mais qui pourrait permettre à Guidi d'être plus impactant dans l'attaque d'OKC. Ouais, après, on sait que voilà, t'as pas forcément envie de donner la balle à Guidi dans le sens où ça réduit le temps de possession de Shea ou de J-Dub. C'est
c'est déjà efficace. Enfin, les joueurs qui portent la balle sont déjà efficaces. Et même avec Guidi qui porte la balle un peu dans ce rôle de hub offensif, je suis pas sûr qu'ils parviennent à rester aussi efficaces. Mais enfin, à être autant efficaces que les deux autres, on va dire, parce que les deux autres, ils sont corrects. Mais il y a même une situation, je crois que c'est Shea qui fait la passe décisive, où Guidi est dans le dunker spot. Il me semble que c'est dans le premier quart. En tout cas, il y a un moment où il est dans le dunker spot, et ça aussi, c'est un truc intéressant à creuser potentiellement, même si ça bouche un peu l'accès au cercle. Si jamais Shea reste un peu allez, sur ce qu'il fait là sur la série, globalement, beaucoup de mi-distance. Il a pris, il y a quelques tirs, il y a quelques drives un petit peu forcés, mais j'ai trouvé que globalement, il a pris beaucoup de mi-distance qu'il a manqué, mais c'était des mi-distances qu'il était capable de mettre. Il a manqué un petit peu d'adresse sur ses jumpers sur le match 3. Après, il y a ce step back à 3 points qui est le seul 3 points qu'il met, qui a un bon momentum killer aussi, parce que la possession, elle amène un peu nulle part et il prend ce step back et ensuite ça amène les 3 points consécutifs Ah de Lou oui. Dort qui lance le run du côté de Casey. Donc voilà, j'ai trouvé que Shea un peu en dedans offensivement, même s'il il a bien stat padé sur le quatrième quart, à vouloir jouer Shea, ses hein. ISO, ses 3 lancers. Euh, Frustré carrément que Mark Daniel le sort alors qu'il y a plus 21 et 2-14 à jouer, enfin, qu'ils prennent temps mort pour le faire sortir. Mais bon, ça c'est le Shea qu'on connaît. Mais voilà, je sais pas si tu avais un autre point tactique à analyser, sinon on peut rentrer directement dans l'individuel de toute façon, puisqu'on pourrait potentiellement parler effectivement de Monsieur Josh Giddey, dont on a parlé tout du long, avant de se concentrer peut-être sur les deux MVP, sachant que Giddey fait déjà un gros match, peut se concentrer vraiment sur peut-être les deux meilleurs joueurs du Thunder que sont Lou Dort et Jeda. Ouais, bah, juste avant, c'est bien que tu aies mentionné le step back de Shea parce que tu vois, on parlait du momentum avec les 3 points de Dort, mais c'est vrai que ce momentum-là commence par le step back très compliqué de Shea sur Brandon Ingram. On a vu le Thunder essayer de faire défendre Brandon Ingram. Il y a des fois où Dort attaque le cercle, où ils ont essayé de faire travailler Ingram défensivement, qui n'a pas été si mauvais d'ailleurs défensivement. Mais ouais, il y avait 40-39 hein, au moment du step back de Shea, qu'on voit vraiment un move énorme. Et après, du coup, je me suis fait ce qui s'est passé, c'est bonne défense de Casey, Dort plante un 3 points dans l'axe du panier, énorme compte de Chet sur Trey Murphy. On va peut-être parler de Chet défensivement aussi, qui a envoyé Oh non, mais des on en trucs. parle, c'est dans la question des auditeurs. On Ouais, parlera de la justement. question des tweetos, on parlera du match de chat. Bon, sur ce contre-là, il y a faute, mais bon, faut pas le dire. Ouais. Ah, je sais pas, je sais pas. En tout cas, Murphy voulait l'assassiner. Il est ressorti. Il est retourné une Nouveau, deuxième fois en deuxième mi-temps, ça a toujours pas marché non plus. ouais, n'essayez pas de poster Chet. Hein. Mm. Mais du coup, après ce poster-là, nouveau shoot à 3 points de Dort dans le corner, temps mort, et après Dort remet un 3 points. Enfin, vraiment, et tout ça, ça a été initié par ce step back de Shea. Ouais. C'est plutôt important à mentionner. Et Non, bah, après, il remet le match même un de. lay-up pour faire le 14-0. C'est vrai, il y a un Mm. lay-up encore après. Mais ouais, je vais revenir sur Josh Giddey, vu que tu me lançais sur lui. C'était une série plutôt compliquée pour Giddey à la base. Le game 2 était moyen, on va dire. Il avait pas été trop négatif, je trouve, sur le game 2. Par contre, le game 1 avait été vraiment très compliqué pour Josh Giddey. Il avait joué que 19 minutes. Enfin, vraiment, on avait retrouvé le Josh Giddey en galère de la régulière. Bah, Mm. sur ce match-là, Josh Giddey a été franchement très bon. Euh, j'ai pas beaucoup d'images de Giddey défensivement qui me reviennent, je t'avoue. Ah, moi, j'en ai Euh, quelques-unes, elles sont pas positives par contre. Ouais, c'est peut-être l'habitude. Mon œil s'est habitué à Josh Giddey qui se fait passer par, par le premier pas adverse. Mais non, offensivement, en tout cas, c'est là où vraiment il a fait la différence parce qu'il a été agressif. On en a parlé, utilisé comme poseur d'écran sur certaines séquences sur pick and roll, où il n'a pas hésité du coup à aller agresser le cercle directement dès qu'il recevait la balle. Évidemment, il shoot à 4 sur 7 à 3 points, bah, ça aide pour avoir un bon impact. Josh Giddey qui est en feu comme ça, évidemment, ça complique tout pour la défense adverse. Non, Mm. ça fait du bien de voir Josh Giddey dans un bon match, à voir si ça peut continuer sur le reste de la série, des playoffs, etc., de voir s'il peut garder un rythme et un rôle impactant dans l'équipe. Mais tu vois, Josh Giddey avait toujours des minutes réduites, là il a joué 31 minutes, sachant Mm. qu'il y a eu un peu plus de 2 minutes de garbage time où il n'a pas joué. Donc il a Mm. vraiment il a commencé le match, il a vraiment fait partie du 5 majeur, du 5 qui a fait la différence. Donc ouais, c'est bien. On tape sur Giddey quand il est pas bon, mais c'est bien de souligner quand il fait des bonnes prestations. Et là, c'est vraiment une bonne prestation de Josh Giddey. Ouais, bah après, je suis un peu. Enfin, c'est pas que je suis sceptique, mais dans le sens où je vois le 4 sur 7. Je me dis, Oui. bon, c'est
Tu auras toujours un joueur, enfin, quand tu es à 4 sur 7 à 3 points, tu seras toujours un minimum valuable sur le parquet, même si défensivement, tu te fais encore bien déposer à chaque fois que tu dois défendre Trey Murphy. Mais c'est plus sur le premier pas, j'ai trouvé que. Enfin, comment expliquer? Je trouve que sur hormis les situations de 1 contre 1, de pur 1 contre 1, où il se fait déposer sur le premier pas, j'ai trouvé que collectivement, il avait bien défendu sur ce match. Il avait Ouais, il est plus pertinent. utilisé sa longueur. Ouais, il est pertinent. C'est vraiment sur le 1 contre 1 où je suis en mode c'est dur, hein. Franchement, sur Trey Murphy, il a beaucoup de difficultés. Après, il y a quelques situations au-delà de son scoring purement individuel où voilà, il y a beaucoup de réussite à 3 points. Il y a ce fameux behind the back Eurostep sur CJ McCollum. Pour le Manu coup, Ginobili, là, c'était ah ouais, c'était Manu incroyable. Ginobili. Voilà, quand je disais lors du Game 2 que CJ McCollum pourrait rendre élite offensivement une courgette, je maintiens mes propos parce que McCollum défensivement, ça a encore été catastrophique sur ce match 3. Et tu vois, au niveau des passes, il termine à 6 passes. Alors, il y a des passes qui sont pas vraiment du playmaking, où c'est juste une passe de décalage pour Lou Dort qui plante à 3 points. Donc, c'est pas forcément des passes de playmaking, on va dire. Mais il y en a une qui est intéressante. Il me semble que c'est dans le troisième quart. En tout cas, c'est en deuxième mi-temps où, justement, un peu dans ce rôle de hub dont tu parlais, où tu as Guidi qui porte la balle, tu as un dribble end-off pour J-Dub. Guidi pose l'écran et du coup, J-Dub va finir près du cercle. Et ça, pour le coup, c'est des choses que je trouve intéressantes. C'est quasiment jouer comme un intérieur, entre guillemets. C'est limite du jeu à la Sabonis. Dribble end-off, pose d'écran et ensuite le joueur qui va finir. Donc voilà, je trouve intéressant cette utilisation. Je me dis que s'il arrive à alterner un petit peu entre ce jeu de poseur d'écran et potentiellement ce joueur qui peut accélérer aussi un petit peu le jeu en transition et qui peut sanctionner, parce que voilà, comme j'étais un peu critique en disant qu'il y avait quelques passes de décalage enfin, juste quelques passes de catch and shoot pour Lou Dort, mais sur les 3 points de suite que met Lou Dort, il y en a un dans le corner justement qui amène le temps mort de Willie Green. Et pour le coup, c'est une passe de Guidi qui fixe la défense et il fait la bonne lecture avec Lou Dort qui ressort, enfin, pour ressortir à Lou Dort dans le corner. Donc voilà, au niveau de Guidi, non, pas grand chose à dire. C'est très certainement son meilleur match de la série. Ce sera peut-être son meilleur match des playoffs. Et là, tu voyais effectivement ce que pouvait apporter Guidi et ce que j'avais pas vu moi sur les 2 premiers matchs. Ouais, non, c'est pertinent. Alors, quand tu parlais de McCollum qui pourrait rendre une courgette performante, il y a ce behind the back, mais il y a aussi une action où Guidi dribble sur place. Des fois, il fait ça, Guidi. Il dribble sur place Ouais, et McCollum a paniqué. Il était sur les talons, il a reculé de 2 mètres. tout C'était à très fait. rigolo. Tout Mais à Guidi fait. a crossé 2 fois McCollum. Franchement, c'est à souligner. Ouais. Bah, je sais pas si c'est à mettre au crédit de Guidi ou à mettre au discrédit de McCollum. La série de McCollum, il y a le Game 1 où il a été bon offensivement, mais là, le reste, Ouais, c'est dur. ouais, ouais, ouais. Allez, tiens, non, on va faire dans l'ordre de ce que je considère comme les plus valuables sur le, sur le match. Et du coup, ça va permettre de faire un petit peu question des tweetos. Oui, je mets les questions des tweetos là. Le format évolue, le format n'est pas fixe. Question de JWFR. Dort, meilleur joueur de la série ou non? Justement, ça va me permettre de te lancer sur le match de Lugens Dort qui a toujours été aussi collant sur Brandon Ingram. Alors, très rapidement, parce que bon, j'aime bien un petit peu, comme j'aime bien les Pélicans, j'aime bien Ingram, j'essaye un petit peu d'analyser ce qui se passe. Encore une fois, Ingram, quand tu le mets en mouvement ou en tout cas quand il lance plus rapidement ses actions, genre le premier panier qu'il met, c'est post-up, mais à peine il reçoit la balle, il fait déjà son turnaround, donc il laisse un peu moins de temps à Lou Dort pour le coller. Il est un peu plus rapide dans son exécution et dès que tu as quelques situations où il est mis un petit peu plus en mouvement, où il y a un peu plus de jeu d'écran qui est mis autour de lui, eh ben, ça fonctionne mieux, même si je soupçonne OKC de pas forcément vouloir sortir très agressivement sur sur Ingram, dans le sens où je pense que OKC est totalement OK avec le fait de prendre, enfin de laisser Ingram prendre quelques pull-ups à mi-distance relativement ouverts. Mais voilà, Lou Dort, très bon défensivement encore une fois. Des hustle play où il y a plus 21, mais il fait quand même, il se jette la tête la première Ouais. sur des balles à 50-50. Et puis, ce coup de chaud à 3 points qui fait probablement basculer le match parce qu'à partir de là, les Pels reviendront jamais à moins de 3 possessions. Donc, Lou Dort, meilleur joueur de la série pour toi, Tom, ou pas? C'est la question que je te pose. Alors, il est dans la discussion, mais non, c'est peut-être pas le meilleur joueur de la série non plus, pas pour moi en tout cas. Par contre, il est très impactant, il fait partie du top 4
du top 4 d'OKC qui est en train de faire la différence. Ouais, défensivement. Là, c'est un match où Ingram a rentré ses tirs, mais tu l'as dit, soit c'est sur un décalage qui a déjà été créé avant, soit Ingram, il laisse pas le temps à Dort de se positionner. Mais même les tirs où il y a Ingram en fin de... C'est le tir juste avant la mi-temps. Non, c'est juste avant le troisième quart-temps. Le dernier tir du troisième quart-temps où Ingram met un 3 points ultra contesté. Alors Dort fait faute, hein, il lui rentre dedans. Il y a faute. Il y a faute. C'est pas Il y a faute. sifflé, mais... Il y a faute. Elle est horrible. Elle est horrible. Vraiment, oui, c'était flagrant. Ingram a gueulé, il a raison. Mais il sifflait plus rien fin de troisième quart. Il y a un moment où les refs ne sifflent plus rien. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a Trey Murphy qui fait une faute intentionnelle sur Shea pour l'arrêter, ou sur Joe, vrai. Je sais plus, sur l'un des deux. Il siffle pas. Oui, c'était lunaire. Mais c'est peut-être, on n'entendait pas le sifflet avec l'ambiance folle du Smoothie King Center, hein. Avec un bruit de dingue. On entendait des Let's Go Thunder, hein, pour vous dire. Ouais, c'était dur. Les fans des Pélicans, le public est pas trop au rendez-vous, c'est dommage. Mais oui, enfin, tu vois, ce tir-là d'Ingram, ça symbolise bien ce que doit faire Ingram pour scorer sur Dort. Quand Dort a le temps de se placer en 1 contre 1, c'est l'enfer, quoi. Là, Ingram, il a fait plutôt un bon match, il finit à 19 points. ce qui montre quand même l'impact de Luguentz-Dort sur la série. Et puis, comme dit, sur les autres matchs, il était pas mauvais offensivement, il faisait ce qu'il fallait, mais là, sur ce match-là, il a tout rentré. Comme tu l'as dit, il y a des hustle plays. J'ai vu Dort ne finir avec aucune interception, alors qu'il y a littéralement un moment où Nance est par terre, Dort vient gratter le ballon et ça lance une transition. Pas d'interception pour Luguentz-Dort, je sais pas comment il compte les stats. Mais ouais, c'est une excellente série de Luguentz-Dort, il fait exactement ce qu'on lui demande. Il prend le meilleur joueur adverse, il rentre des 3 points, il fait des hustle plays, c'est lui qui va au rebond offensif pour gratter les ballons. Vu qu'il fait 1m90, ça marche pas tout le temps. Mais il fait l'effort, en tout cas, pour mettre de la pression sur le rebond des Pélicans. C'est une excellente série de Luguentz-Dort. C'est exactement ce qu'on attendait de sa part. Et si les Pélicans sont menés 3-0 avec 2 blowouts, c'est notamment parce qu'ils ne laissent pas respirer le meilleur joueur des Pélicans. Ils ne lui laissent rien. Et c'est à McCollum et Trey Murphy de faire la différence. Trey Murphy, il est plutôt bon sur la série, mais c'est un role player. McCollum, il est catastrophique. Donc, Luguentz-Dort est vraiment, vraiment un facteur X de la série, en tout cas. Oui, je suis d'accord avec toi. Pas comme dirait Charlie, rien à rajouter. Si ce n'est que j'aime bien ce que fait OKC, que ce soit avec Kayson ou avec Lou Dort, d'avoir. C'était les minutes où Kayson était à la place de J-Dub, d'avoir un peu cette espèce de 5e titulaire, celui qui n'est pas le centre d'attention des défenses adverses. Rester un peu à mi-distance pour essayer de gratter le rebond offensif, alors qu'on sait qu'OKC a plutôt tendance à vraiment se replier, à laisser peu de joueurs, voire quasiment personne aller au rebond off. Là, j'ai trouvé intéressant, il me semble que Kayson Wallace en prend un rebond offensif sur ça, de laisser Lou Dort ou Kayson Wallace, le guard un peu petit, mais un peu tanké, à mi-distance pour essayer de gratter, ou en tout cas pour essayer de ralentir un petit peu le jeu de transition des Pélicans. Ouais, et c'est un truc qu'on voyait, alors on l'a vu un peu en début de saison, mais plutôt l'an dernier avec Josh Giddey. Il y avait un repli à 4 et Josh Giddey qui essayait de gratter des ballons. Il y a un peu de Kenrich Williams qui fait ça aussi. Mais là, c'est intéressant de voir Luguentz-Dort dans ce rôle-là. Ça lui va plutôt bien, je trouve. Ouais. Josh Giddey qui est dans le repli à 4 pour le coup, où il a le temps de se placer et d'être un peu moins à la rue défensivement. Oui. D'ailleurs, juste avant de passer au MVP du match, on a vu, dès que tu mets pas Lou Dort sur Brandon Ingram, c'est Isaiah Joe. Isaiah Joe, il se mange à N1. Tu as vu le différentiel de taille, là, pour le coup. Ah oui, là. Bon, tu veux parler de J-Dub ? Ouais, passons au MVP du match, celui pour qui même une blessure ne suffit pas à arrêter son niveau de jeu. J-Dub. Que dire sur le match de J-Dub ? 21 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 9 sur 16 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Des tirs dans le deuxième quart, là où il fait un tir, où il passe sous le contest de Larry Nance. Là, tu avais l'impression que c'était des tirs de Luka Doncic. Des 3 points où il est à 50 cm derrière la ligne, où il arrache le panier. Des grands turnarounds dans le quatrième quart aussi. Enfin, que dire ? Là, on est sur un joueur de très haute qualité. Là, on n'est plus sur un bon role-player plus. Là, on est sur des tirs de star. Et ça commence à faire beaucoup de matchs. Et ça commence à être dans un contexte de play-off. Donc, J-Dub, il est en train petit à petit de montrer que c'est pas juste un coup de chaud. Là, on est vraiment sur une star du côté de Casey, une star à côté de Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, et évidemment, J-Dub a été très fort dans le quatrième quart-temps. C'est la routine. Hein. On s'y attend, il a tué le match, hein, concrètement. Même s'il y avait eu le run avant pour prendre plus 20, mais c'est lui après qui laisse les Pélicans la tête sous l'eau et qui finit le match.
Mais son retour dans le deuxième quart-temps, il est violent aussi. Il plante 3 paniers mi-distance, il est injouable honnêtement. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est des paniers de stars. C'est vraiment impressionnant ce qu'il envoie. Et en régulière, on l'a vu qu'en seconde option offensive, c'était viable. On attendait de voir en playoff ce que ça allait donner. Il se plante pas en playoff. Il assume totalement. Et là, qu'il ait pris un doigt dans l'œil ou pas, il s'en fout. Il score. Il y a des tirs très compliqués. Il met un step back à 3 points à un moment donné qui est d'une violence. Le défenseur est sur lui. Il en a rien à cirer. Non, vraiment, c'est impressionnant. Même défensivement, il y a un vrai impact. Il y a des possessions sur McCollum. Enfin, vraiment, c'était un grand match de J-Dub et logiquement MVP de la rencontre. Oui, largement. Pas grand-chose à rajouter, parce qu'on a déjà dit tout le bien qu'on en pensait tout au long de la saison. Donc, en espérant qu'il gardera toujours ce même niveau de performance potentiellement si il faut affronter le vainqueur de la série Dallas Clippers. Et à rajouter, très beau t-shirt avant le match. Oui, à chaque fois, il Le change. t-shirt. À chaque fois, Ouais, il il change y avait le de t-shirt pour le coach of the year, Marc Degnault. Là, c'est le t-shirt avec les dogs et Nick Gallo. Bon, bah, Ouais. un joueur qui a du style en plus. C'est important. Tout à fait. On va passer potentiellement aux questions des twittos, même si on en avait déjà répondu sur la première. Justement, ça va permettre de te lancer, Tom, sur cette question de Dai Chris. Les Pels ont-ils trouvé un début de solution pour minimiser Chet dans la raquette, ou simplement c'est Chet qui passe à côté de son match offensivement? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match de Chet? J'ai trouvé que peut-être commencer justement sur mon impression très rapide. J'ai trouvé qu'il avait forcé quelques tirs, notamment à 3 points. On l'avait assez peu servi dans ses spots, mais que ça correspondait au fait que déjà OKC était très adroit à 3 points, donc ça passait pas forcément par lui. Et qu'effectivement, avec ce début d'adaptation du plan de jeu des Pels, il était un peu moins impliqué, même si la perf défensive en termes de rim protect est absolument incroyable. Alors, moi, j'ai bien aimé le match de Chet, honnêtement. C'est vrai qu'en attaque, on l'a pas trop vu. Pas à droit de loin, mais en même temps, pas trop utilisé et mis en avant. Il n'y avait pas spécialement besoin de Chet. On a vu plus de possessions où, comme dit, Isaiah Joe, il a eu des bons spots, par exemple. On s'est concentré sur d'autres joueurs. Et puis, quand Dort et Guidi prennent feu à 3 points, t'as envie de les servir, du coup. Donc, Chet a moins de possessions. Du coup, offensivement, je sais pas si les Pels ont réussi à bien s'adapter ou pas. Peut-être que oui, le fait de mettre un mur, Chet est moins impactant sous panier, etc. Mais c'est pas un truc qui m'inquiète spécialement. Moi, c'est plus la performance défensive qui m'intéressait sur ce match-là et il a envoyé une perf encore. Les Pélicans ont essayé de le poster 4 fois. 4 fois. Il y a 2 fois Trey Murphy. Il y a une fois. Une fois Herb Jones. Non, je crois que c'est 3 fois. Jones. Je crois que c'est 3 fois. Il n'y a pas une fois où c'est Larry Nance, je sais plus. Mais enfin, il y a 4 tentatives de poster. Larry Nance, il essaye de le poster, mais ça donne une faute offensive. Ouais, oui, c'est ça. Il appuie avec son bras gauche et ouais. Mais 4 tentatives de poster, les 4 sont repartis, la queue entre les pattes. Donc ouais, non, très violent, 4 contre, un impact défensif de fou furieux. Honnêtement, c'est un grand malade. Et sur cette série, Chet défensivement, c'est vraiment très fort ce qu'il est en train de faire. Donc ouais, non, il y a même une possession où il y a un tir raté, je sais plus de qui. Larry Nance chope le rebond offensif. Il voit qu'il y a Chet en face. Il reste 2 secondes sur l'horloge. Il fait ouais, non, je vais pas y aller. Il ressort la balle, fin de possession. Ils ont pas le temps de tirer. Vraiment, il a des séquences de dissuasion, Chet, ou même toutes ces séquences où les mecs arrivent au drive et ils tentent le drive, mais Chet, il est quand même là pour les gêner un peu et il touche pas le ballon, mais le drive est un peu dévié. En fait, ça roule sur l'arceau, ça ressort. Il y a un nombre d'actions comme ça. C'est vraiment impressionnant ce que fait Chet. Donc, moi, globalement satisfait de son match, même si évidemment, c'est pas comme le Game 2 où là, en plus, il rentrait ses tirs. Là, c'est vraiment défensivement qu'il a fait la différence. En attaque, on verra si c'est vraiment une adaptation des Pélicans qui a limité l'apport de Chet ou si c'est juste le fait qu'il ait moins été utilisé et que ses tirs ne soient pas rentrés en début de match. Parce qu'on a revu encore les 2 premiers tirs du match, c'est Chet qui les prend. On a encore vu, c'est un truc qui revient souvent dans cette série, Chet qui est très agressif d'entrée, possiblement pour exploiter Valanciunas défensivement. Là, ça a été un peu le cas sur les 2 premiers tirs, mais on l'a moins vu en attaque parce qu'il y avait moins besoin. C'est plus ça mon avis à ce sujet. Oui, et puis effectivement, il y avait moins de Valanciunas à exploiter sur du pick and pop. Donc forcément, c'est un peu plus difficile. Non, après, pas grand-chose à rajouter sur le match de Chet. Il a pas, même sur, tu vois, sur les situations de trappe, c'était pas forcément lui qui était toujours laissé libre, on va dire, de par la trappe, et l'aide venait souvent sur lui et libérait potentiellement plus d'autres joueurs,
peut-être des Lou Dort, des Kayson Wallace. Donc, c'est difficile pour lui d'exister, mais il y a une telle assise défensive que il a, même en étant à, je sais pas combien il termine à 6 points, je crois, ou 5 points. 6 points à 2 sur 8. Voilà, même en terminant à 6 points à 2 sur 8, il est extrêmement impactant dans le jeu. Donc, c'est un point positif, largement positif. Ouais, et truc, alors, ça s'est moins vu sur ce match 3, mais je trouve sur la série qu'il est impactant au rebond défensif. Là où le Game 1 où Valanciunas s'était régalé, mais aussi parce que Chet était plutôt pas mal, mais il y avait personne qui venait l'aider au rebond. Sur Game 2, Game 3, il est solide au rebond, il fait le taf, et c'est pour ça que le Thunder prend pas l'eau dans ce domaine-là. Et c'est un des facteurs qui fait qu'OKC gagne largement les games 2 et 3. Oui, et puis on a remarqué que les Pels, ils allaient moins en rebond offensif, ou en tout cas, ils envoyaient moins de monde au rebond offensif, comme j'ai dit aussi sur le débrief du Game 2, parce qu'ils ont peut-être peur du jeu de transition de Casey. On va passer à une autre question, une question de The User. Ils sont pas faciles à prononcer vos pronoms, les gars, surtout quand on manque de sommeil. Gordon Hayward peut-il être important dans une série de playoffs? Ah oui, parce que ça c'est la stat. 27 minutes de temps de jeu pour Gordon Hayward sur la série, 0 points, un tir tenté. Voilà. Même Alvarado a pu scorer. Hein. Même Alvarado a pu se scorer. D'ailleurs, petite stat, parce que ça m'embêterait de pas le dire, sur les 12 cartons au total des 3 matchs, les Pels ont atteint le total de 30 points sur un carton 0 fois. Voilà. Donc, les 3 matchs, ils sont en dessous des 95 points. 92, 92 et 85. Donc, les perfs défensifs d'OKC, je veux bien que Zion soit absent, mais il y a un moment où OKC est quand même sur une perf défensive Timberwolves-esque, j'ai envie de dire. Mais voilà, au niveau de Gordon Hayward, encore une fois, transparent, même si on parle on parle souvent des screen assists. Alors, il en fait 2 là, où il fait une passe et il pose l'écran. Il me semble. Alors, il y a un 3 points, c'est pour Jalen, et l'autre 3 points, je sais plus pour qui c'est. Alors vraiment, la pose d'écran, elle est très bonne parce que les shooters d'OKC se retrouvent dans un boulevard. Et sinon, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Gordon Hayward. Sinon, sur la série, il n'y a pas grand-chose. Moi, les 2 premiers matchs, je le trouvais pas si négatif parce que défensivement, ça tenait la route. Là, sur ce match 3, il y a des possessions. Il y en a une où il se fait déposer par McCollum. Vraiment, la mobilité latérale, c'était très compliqué. Hein. C'était Papy Hayward qu'on avait sur le terrain. Donc ouais, un match un peu moins bon sur celui-là. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Hayward parce qu'on ne le voit pas. Donc, il a été utilisé dans la raquette small ball dans le troisième quart-temps. Voilà. Ouais. Mais encore une fois, quand tu vois qu'il joue 8 minutes, que Isaiah Joe joue 8 minutes, pardon, et que Aaron Wiggins qui en fait encore un match où il fait quasi pas d'erreur. S'il perd un peu de ballon, je crois, il me semble que c'est dans le garbage. Il joue 16 minutes, tu dis, bon, les 8 minutes de Gordon Hayward, tu peux peut-être les enlever et les redistribuer entre Kayson, Joe et Wiggins. C'est sûrement pour apporter de la taille, mais du coup, dans ce cas-là, pourquoi mettre Hayward quand tu peux mettre Kenrich, qui correspond peut-être un peu plus quand tu veux jouer small ball à un poste 5. Donc, ouais, après avoir, je pense que Hayward défensivement est pas loin d'être meilleur que Kenrich récemment. Juste défensivement, il apporte, mais en attaque, il n'y a rien du tout. Quoi. Il est invisible. Là, tu vois, Kenrich, il pourrait mettre des 3 points à la limite, tu vois. Mais, ouais, je dis pas qu'il fait. Le peu qu'on a vu Kenrich, c'était pas ouf, hein, mais. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, Gordon Hayward n'a pas d'impact, quoi. Ouais, mais ça, c'est stratégie de l'intersaison. Le point à creuser. On va finir par une dernière question parce qu'on a déjà bien avancé au niveau du compteur. Dernière question d'écrit, c'est justement pour te lancer sur le Game 4, encore une fois, pour faire une ouverture telle une dissertation au collège ou au lycée. Faut finir sur une ouverture. Quel plan de jeu pour les Pels au Game 4? Défensivement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Du pressing, de la transition, ou alors ils se lancent dans l'attaque à outrance? Ils n'ont pas le personnel pour faire de l'attaque à outrance. Qu'est-ce que, pour toi, que peuvent faire les Pélicans pour remporter un match? Parce qu'on voit qu'il y a quand même une classe d'écart entre OKC et CPL sur les deux derniers matchs. Ça permet de répondre rapidement à la question de Basketball Thunder avec Zion en face. Quel aurait été votre prono contre OKC? Je pense qu'il y a une trop grande différence de classe entre les deux équipes que Zion aurait pu compenser peut-être sur le Game 1, mais sur le Game 2 et le 3, ça n'aurait pas été suffisant. Donc voilà, pour toi, sur ce Game 4, OKC peut sweeper. Est-ce que pour toi, OKC est en position de sweeper ses Pels? Moi, j'ai plutôt envie de dire que oui. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent rester? Est-ce qu'ils gardent le même plan défensif du mur et de Larry Nance sans remords sur Guidic sur le Game 3 en se disant ils vont peut-être moins bien shooter?
ou est-ce qu'ils essayent de trouver un autre plan de jeu, mais là, ils vont vite arriver à court d'idées. Bah, c'est ça, c'est que faire une piqûre à Zion, enlever l'insigne blessure, je sais Ouais. pas. Mais ouais, c'est vrai que moi, dans le prono de la série, j'avais mis 4-1 parce que je voyais les Pélicans accrocheurs. Ils l'ont été sur le Game 1 où OKC a pas très bien joué. Et c'est vrai Ouais. que là, les 2 et 3, il y a vraiment. En fait, tu sens que quand le Thunder fait un run, que les Pélicans n'ont pas le personnel pour répondre. Et que si Ingram était à son top niveau à faire des matchs à 30, 35, voire 40 points, peut-être qu'ils auraient ce mec qui pourrait les faire recoller sur plusieurs possessions, mais là, en l'état, Ingram, il n'a pas dépassé les 20 points sur la série. Hein. Il me Donc, semble pas. ouais, donc, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, leur plan défensif dans ce Game 3, il est plutôt bon, hein, comme Oui, dit. je suis d'accord. Même sur Guidi, le mur défensif, on l'a vu, hein, Shea n'a pas fait son meilleur match. Mm. C'est juste que le Thunder a plus de talent, c'est mieux huilé, et puis offensivement, les Pélicans, non, ils peuvent pas faire du tout pour l'attaque. Ils arrivent Ouais. même pas à passer 100 points. Ils peuvent pas faire, s'ils veulent faire du tout pour l'attaque face à OKC, il va falloir qu'ils en mettent 125. Hein, parce Ouais, qu'OKC va savoir répondre à ça. Hein. Faut envoyer Jordan Hawkins. Aussi, j'avais vu French Pelican tweeter ça, mettre du Jordan Hawkins. Pourquoi pas en vrai, parce que ça leur apporterait du spacing. Là, tu vois, sur ce match-là, ils rentrent pas leurs tirs parce que les mecs qui prennent leurs tirs sont soit pas des bons shooters, soit McCollum en playoff. Jordan Hawkins, peut-être que tu le fais rentrer, tu lui donnes 6-7 3 points et tu vois ce qui se passe. S'il fait un sur 7, bon tant pis, mais s'il en met 4, ça peut changer la manière de défendre d'OKC et te laisser plus d'espace au panier. Peut-être ça, mais tu vois, même l'espace au panier, c'est pas une équipe qui met beaucoup de pression au cercle. Valanciunas, il joue de Zion. moins en moins. Bah oui, et Valanciunas, il joue de moins en moins. Donc même sur du post-up, etc., tu le sanctionnes pas vraiment. Et OKC est OK avec l'idée de se faire sanctionner par la Nets. Donc honnêtement, je serais Willie Green, je serais pas très bien. Parce que pour l'instant, c'est une série qui est très compliquée. Leur seul espoir, c'est qu'OKC rentre aucun tir et que ce soit un match ultra défensif, comme le Game 1, quoi. Ouais. Et même dans ce Game 1-là, OKC a plus d'armes pour sanctionner sur des fins de match et peut être plus fort dans le clutch que les Pélicans. Oui, et puis on a vu aussi que, en fait, même sur le Game 1 où tu gagnes la bataille des rebonds off, où t'es pas au niveau comptable, mais au niveau impression, tu gagnes la bataille des turnovers, tu perds quand même. Ah ouais, c'est Donc ça. ça va être difficile. Non, pour moi, faut qu'il garde le même plan de jeu qu'au Game 3. Trappe très agressive sur Shea, ou même sur le porteur globalement. Mettre Larinen sur Guidi, espérer qu'OKC tire moins bien, mais tu as trop de lacunes offensives qui font que ça va donner des opportunités de transition à OKC et que OKC du coup arrivera à score. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, défendre agressif, ils peuvent faire que ça parce qu'ils ont personne pour protéger le cercle. Donc pour le coup, oui, à part provoquer des turnovers, espérer qu'OKC soit dans une mauvaise soirée à 3 points et que toi tu sois plutôt pas mal, hormis ça, sans retour de Zion, je sais pas comment ils prennent un match. Honnêtement. Ouais. Justement, c'est la question pour éviter d'arriver à l'heure, parce que je vois que le compteur tourne et que sinon je vais me faire disputer par Pierre et par la commu. Pour toi, sweep ou pas? Ouais, je pense qu'il y a sweep. Tu penses La qu'il y a sweep? dynamique est. On est quand même sur 2 bons gros blowouts. Hein. Bon, le Game 2 était plus violent que le Game 3, mais le Game 3, le Thunder, on l'a dit, ils ont été bons, ils ont été très adroits, mais ils n'ont pas non plus été exceptionnels au KC sur ce match-là. Ils ont été bons. Et en étant bons, tu fais 2 runs, et les Pélicans, ils n'ont rien pour rattraper ce run-là. Donc pour moi, vu que Zion, on n'a pas l'air pour l'instant de se diriger vers un retour, je ne sais pas comment ils peuvent nous prendre un match. Donc sweep. Sweep, le balai. Sweep de mon côté aussi, je pense que ça va être difficile pour les Pélicans. Et du coup, on saura si ce sweep a lieu dans la nuit de lundi à mardi. Ce sera à 2h30 du matin. OKC passera sur NBA TV. Donc OKC passera sur France O. Un first seed qui passe sur France O, c'est un petit peu embêtant. Mais toujours est-il qu'on sera là pour débriefer ce Game 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, abonnez-vous partout. Twitter, Instagram, Twitch... YouTube, les petits pouces, les commentaires. On se retrouvera du coup mardi. Je ne sais pas si je serai là ou si je présenterai. On verra au niveau des calendriers pour le débrief du Game 4. D'ici là, continuez de profiter des playoffs. Continuez de surveiller ce qui se passe du côté de Dallas et de Los Angeles. Et puis, on se retrouve à mardi. Salut! Salut!